Bienvenue à notre exploration du jour. Aujourd'hui, on se penche sur un texte assez singulier du début du XXe siècle, Oui, Thought Vibration or the Law of Attraction in the Thought World de William Walker Atkinson. mhm. Nos sources, ce sont des extraits clés de ce livre et puis aussi 3 images un peu énigmatiques, 2 vues d'une pièce métallique en T et une image très sombre, presque noire. Oui, c'est ça. Un ensemble un peu hétéroclite à première vue. Notre objectif est essayer d'extraire l'essence des idées d'Atkinson sur le pouvoir de la pensée et cette fameuse loi de l'attraction mentale. Oui, C'est une philosophie qui a pas mal infusé par la suite, on peut dire. Alors allons voir ce qu'il y a sous le capot. effectivement. Et l'ambition d'Atkinson, elle est considérable, hein. Il veut montrer que l'esprit humain, il n'échappe pas aux grandes lois qui gouvernent l'univers. Ah oui, Il cherche vraiment à appliquer au monde mental les principes qu'on observe, disons, dans le monde physique. C'est une tentative audacieuse de rationaliser, presque de scientifiser des phénomènes intérieurs. c'est ça. Très typique du mouvement New Thought d'ailleurs. Exactement, de son époque. Et ce qui est frappant, c'est que pour lui, une pensée, c'est pas juste une idée abstraite, quoi. C'est une force. Une vibration. Voilà, une vibration. C'est vraiment le point de départ de tout son système. Voyons un peu comment il construit cette idée et quelles conséquences il en tire. Alors, le socle de sa pensée, Oui, c'est cette affirmation que l'univers est fondamentalement ordonné. Pas de chaos, hein, mais un cosmos régi par des lois, immuables. il insiste beaucoup là-dessus, j'ai remarqué. Il martèle cette idée. Oui, tout, absolument tout, obéit à ces lois. Des planètes aux particules. Et donc, pour lui, il n'y a pas de place pour le hasard. Ou les miracles qui violeraient cet ordre. C'est ça, pas de miracle au sens d'une violation des lois. C'est un postulat essentiel pour lui. Pourquoi essentiel? En établissant l'universalité de la loi comme ça, comme principe premier, il prépare le terrain, tu vois, pour étendre cette logique au domaine mental. D'accord. Si tout obéit à des lois, alors l'esprit, qui fait partie de cet univers, il doit aussi fonctionner selon des principes définis, pas de manière aléatoire ou purement subjective. Je vois. C'est sa justification pour parler de loi mentale? Exactement. Il va même jusqu'à dire que ce qu'on appelle hasard, Oui. ce n'est que l'expression de lois qu'on ne comprend pas encore. C'est une vision du monde assez déterministe, finalement. Oui, où tout serait potentiellement explicable, prévisible même, si on connaissait toutes les lois en jeu. Tout à fait. Et cette conviction, cette foi en un ordre sous-jacent, ça lui permet d'introduire son concept suivant, la vibration de la pensée. Ah, on y vient. Oui, et de le présenter non pas comme une simple image, une métaphore poétique, Non? mais comme une manifestation concrète d'une loi naturelle, à l'œuvre dans le plan mental. Un peu comme la gravité pour le plan physique. C'est un peu ça l'idée. Il y aurait des lois vibratoires pour le mental. C'est cette approche très légaliste qui structure toute son argumentation. Alors cette notion de vibration, entrons dans le vif du sujet. C'est là que sa pensée devient vraiment particulière, je trouve. Oui, Atkinson, il ne voit pas la pensée comme immatérielle ou passive. Pour lui, c'est une forme d'énergie active, une émission vibratoire. c'est ça. Il utilise des analogies d'ailleurs. La lumière, la chaleur, l'électricité. Oui, des phénomènes physiques connus pour leur nature vibratoire ou ondulatoire. Exactement. Et cette analogie, c'est vraiment le pivot de sa théorie. Ça transforme la pensée d'une activité purement interne, privée. Mhm. Elle devient une force qui peut être émise, projetée hors de soi, et qui peut interagir avec d'autres vibrations similaires. L'esprit devient une sorte d'émetteur alors. Une sorte d'émetteur, oui, capable de générer différentes fréquences vibratoires selon la nature et l'intensité de nos pensées, de nos émotions. Donc une pensée de colère, ça vibrerait pas sur la même longueur d'onde Non. qu'une pensée de bienveillance, par exemple. C'est exactement ça. C'est fascinant de voir comment il tente de matérialiser l'immatériel, en fait. Il suggère même que l'intensité de l'émotion ou la force de concentration derrière une pensée, Oui, ça détermine l'amplitude, la puissance de cette vibration émise. On pourrait presque imaginer l'esprit comme une station radio perso qui émet constamment des ondes mentales. c'est une bonne image. D'ailleurs, en y pensant, peut-être que les images qu'on a reçues, Oui, l'objet hanté et l'image sombre. voilà, peut-être qu'elle cherchait à évoquer ce contraste, tu vois, entre la pensée focalisée, structurée comme l'objet métallique, et l'énergie mentale plus diffuse, plus informe comme l'image noire. C'est une spéculation intéressante, oui. Bien sûr, c'est juste une idée, le lien n'est pas explicite dans nos sources.
Non, pas du tout. Mais ce qui est certain, c'est que cette conceptualisation de la pensée comme vibration, ça lui permet d'introduire le mécanisme central de son livre. La loi de l'attraction. Exactement, la loi de l'attraction. Si les pensées sont des vibrations énergétiques, alors, logiquement pour Atkinson, elles doivent obéir à des lois d'interaction. Et la loi principale qu'il postule, c'est celle de l'attraction entre fréquences similaires. On y est. La fameuse loi de l'attraction mentale. Le bon vieil adage « qui se ressemble s'assemble Oui. », mais appliqué de manière très littérale au monde des pensées. Atkinson affirme que les vibrations qu'on émet attirent non seulement des pensées de nature similaire, Mhm. qui viendraient d'autres esprits ou flotteraient dans une sorte d'éther mental, Oui, il évoque cette idée. mais aussi, et ça c'est le point le plus spectaculaire, des personnes, des choses, des opportunités et même des circonstances qui sont en harmonie vibratoire avec nos pensées dominantes. Et il faut bien insister là-dessus, hein, il ne présente pas ça comme une tendance psychologique ou une métaphore. Ah non, pas du tout. Pour lui, c'est une loi, aussi réelle, aussi impersonnelle que la loi de la gravité, point. Donc, si quelqu'un cultive des pensées de succès, de confiance, Mais il émettrait une vibration qui, mécaniquement, attirerait les éléments nécessaires à ce succès. et inversement. Et inversement. Des pensées constantes de peur, de manque, d'échec, ça générerait un champ vibratoire qui attirerait des expériences négatives correspondantes. C'est une causalité directe qu'il postule. C'est Assez fort. Il parle même de courants de pensée qui existeraient dans le monde mental, un peu comme des courants d'air ou marins. Oui, c'est ça l'image. Et selon notre propre état vibratoire, on se syntoniserait sur certains courants et on en attirerait le contenu. Penser intensément et constamment à quelque chose, ça reviendrait à régler notre récepteur mental sur une fréquence spécifique Voilà. et à capter ce qui s'y trouve. Cette idée, même si elle date du début du XXe siècle, elle a eu une postérité incroyable dans le développement personnel, hein. Ah oui, c'est clair. Mais ce qui est frappant, c'est comment cette loi, elle déplace une partie de la cause des événements extérieurs vers l'intérieur de l'individu. Oui. Elle établit un lien de cause à effet direct entre l'état mental et les circonstances matérielles. C'est une perspective très responsabilisante, c'est sûr. Mais Mais qui peut aussi être critiquée, évidemment, pour sa simplification un peu extrême des facteurs sociaux, économiques, systémiques qui influencent nos vies. oui, bien sûr. Atkinson, lui, ne nuance pas trop, hein. La loi opère, c'est tout. Mais il apporte quand même une précision importante, il me semble. Il ne s'agit pas de l'effet magique d'une pensée isolée, genre un vœu pieux lancé comme ça. Non, exact. Ce qui compte vraiment, selon lui, c'est notre attitude mentale dominante. Oui, tout à fait. Notre état d'esprit habituel, la couleur générale de nos pensées et sentiments au quotidien. C'est ça. C'est cette disposition chronique qui crée notre signature vibratoire personnelle et qui détermine ce qu'on attire, à long terme. C'est une nuance qui est cruciale, oui, pour éviter de caricaturer sa pensée. Il ne vend pas l'idée qu'il suffit de penser très fort à une mallette de billets pour qu'elle apparaisse sur le pas de la porte. Non, heureusement peut-être. Il parle plutôt d'un travail de fond, d'une culture délibérée, persévérante, d'un certain paysage mental. L'effet est cumulatif. C'est la somme de nos pensées, de nos croyances, de nos émotions habituelles qui crée ce champ magnétique mental le plus puissant. Exactement. Cultiver l'optimisme, le courage, la confiance jour après jour, ça finirait par recalibrer notre fréquence dominante. C'est ça l'idée. Donc, si on suit son raisonnement, une personne qui est chroniquement anxieuse ou pessimiste, même si elle a des moments d'espoir, Mhm. sa vibration par défaut continuera d'attirer des situations qui reflètent cette anxiété ou ce pessimisme. C'est ça. C'est l'idée. Pour changer sa réalité extérieure, il faudrait d'abord transformer radicalement et durablement cette attitude intérieure fondamentale. D'accord. On peut y voir, si on cherche des parallèles, un écho lointain avec certaines notions psy-modernes, comme l'impact de l'optimisme appris ou des schémas cognitifs sur notre perception. Oui, sur nos comportements aussi. Et nos comportements, oui, qui eux influencent indirectement nos résultats. Mais il faut insister sur la différence. Laquelle? Atkinson, lui, y postule un mécanisme direct, quasi physique, vibratoire et attractif. Ce n'est pas juste une influence psychologique indirecte. Pour lui, c'est une loi de la nature mentale. Ça soulève une question évidente alors. Si nos pensées attirent notre réalité, est-ce qu'on est prisonnier de nos schémas mentaux, surtout s'ils sont négatifs? Est-ce qu'on est condamné à répéter les mêmes expériences si on a tendance à l'inquiétude ou au doute? Alors, Atkinson répond par un non catégorique. Et c'est là qu'il introduit un autre élément clé de son système. Lequel? Le pouvoir de la volonté, avec un V majuscule. La volonté.
Il présente la volonté comme la faculté maîtresse de l'esprit, le commandant en chef de notre monde intérieur, si tu veux. C'est elle qui nous donnerait le pouvoir de choisir consciemment nos pensées. D'accord. Et comment ça fonctionnerait concrètement? Selon lui, la volonté permettrait de diriger notre attention, de choisir de se concentrer sur les pensées, les états mentaux qu'on désire cultiver, et surtout de repousser activement, de neutraliser les pensées négatives, limitantes, indésirables. Celles qui pourraient surgir ou venir de l'extérieur, de ces fameux courants. Voilà. C'est par un effort de volonté conscient et répété qu'on pourrait prendre le contrôle de nos propres émissions vibratoires. Il ne dit pas que c'est facile, j'imagine. Ah non, pas du tout. Il insiste sur la nécessité d'une discipline mentale, d'un entraînement constant, d'une vigilance. C'est vraiment un appel à devenir l'architecte conscient de son propre esprit. À ne pas se laisser submerger. Oui, à ne pas se laisser submerger par les pensées parasites ou négatives, mais à choisir activement de changer de fréquence, pour rester dans son analogie. C'est l'aspect le plus proactif et sans doute le plus séduisant de sa philosophie, non? Certainement, il affirme qu'on n'est pas des victimes passives de nos pensées, mais qu'on a cette capacité intrinsèque par la volonté de remodeler notre attitude mentale dominante, et donc, par conséquent, d'influencer positivement ce qu'on attire dans notre vie via la loi de l'attraction. C'est une vision très responsabilisante. Très. Bien sûr, cette vision d'un contrôle quasi total de l'esprit par la volonté, ça peut sembler un peu optimiste, voire simpliste aujourd'hui, avec ce qu'on sait de l'inconscient, des émotions profondes. Oui, des troubles psychiques complexes. Exactement. Mais dans le cadre de la pensée d'Atkinson, la volonté, c'est vraiment l'outil suprême de transformation personnelle. Donc, si on devait résumer, distiller l'essence de cette exploration de Thought Vibration, quelle serait la pépite principale à retenir selon toi? La pépite principale. Je dirais que l'idée la plus marquante, c'est cette affirmation assez audacieuse que nos pensées ne sont pas de simples abstractions confinées à notre crâne. Non. Mais des forces actives, des vibrations énergétiques qui interagissent avec l'univers selon une loi d'attraction quasi physique. C'est une tentative radicale quand même, de donner un pouvoir causal direct à notre monde intérieur. Avec comme conséquence directe l'importance déterminante non pas d'une pensée fugace, mais de notre attitude mentale dominante. C'est ça. C'est notre état d'esprit habituel, cultivé jour après jour, qui deviendrait notre signature vibratoire et déterminerait la nature des expériences qu'on attire. Tout à fait. Et le troisième pilier, c'est la volonté comme instrument de maîtrise. La conviction que par la discipline, par le choix conscient, on peut sculpter notre paysage mental et ainsi influencer notre destinée, selon les principes de cette loi d'attraction. C'est une philosophie de l'autocréation par la pensée dirigée, en quelque sorte. Exactement. C'est une perspective qui donne un peu le vertige, quand même, en termes de potentiel, mais aussi de responsabilité individuelle face à ce qui nous arrive. Absolument. Et ça nous laisse avec une interrogation fondamentale, je trouve, qui prolonge la réflexion bien au-delà d'Atkinson. Oui. S'il existe une connexion aussi directe, une loi naturelle qui lie notre état mental à notre réalité vécue, où se situe réellement la frontière entre le sujet, notre esprit, nos pensées, et l'objet, le monde extérieur, les événements. Si nos pensées peuvent attirer la réalité, est-ce qu'on peut encore parler d'une réalité objective, complètement indépendante de l'observateur? C'est une question vertigineuse. C'est une question qui continue de résonner, je pense. Une piste à explorer peut-être.